Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon journal créatif. Moi c'est Amandine et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et sur mon blog sous le pseudo Les Yeux en Amande tout attaché. Dans ce podcast on parle de ma pratique des loisirs créatifs qui est un petit peu peut-être différente de ce qu'on a l'habitude de voir parce que j'utilise essentiellement des matériaux qui sont naturels, locaux et ou de seconde main. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode qui sera j'espère un petit peu plus court que d'habitude parce que j'ai pas beaucoup de temps et moins bien préparé aussi, vous allez le voir. Donc dans cet épisode on va parler de tricot, d'un peu de couture. J'ai moins cousu ces dernières semaines, en tout cas, enfin j'ai cousu pour le travail mais pas pour moi. Et puis on va parler de broderie aussi, de teinture végétale. Et à la fin de cet épisode, je vous parlerai aussi d'une nouvelle que je peux enfin vous annoncer, enfin même si je vous en avais déjà un petit peu parlé avant. C'est que mon livre aux éditions Albin Michel est enfin sorti là il y a quelques jours. Donc je peux vous le montrer rapidement, voilà, pour les personnes qui ne vont pas rester jusqu'à la fin. Ça s'appelle Mon Noël 100% fait maison. Et c'est un livre de do it yourself assez généraliste, mais voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus et en savoir plus aussi sur le programme de la fin d'année sur mes réseaux sociaux, je vous invite à regarder la fin de la vidéo. Donc on va pouvoir commencer dès maintenant. J'ai l'impression d'oublier quelque chose que je voulais vous dire, je sais plus. Ah oui, vous avez peut-être remarqué, j'ai plus mon appareil dentaire. Voilà, donc il faut que ma bouche se réhabitue un petit peu à tous ces changements, mais voilà, ça, je suis contente, hein, ça se passe bien. Alors on va commencer par le tricot. Donc déjà je peux vous montrer porter le pull à manches courtes que je vous ai montré la dernière fois. Donc c'est la Verona Blues de This Cozy Nest que j'ai tricoté dans la laine Maison Septembre numéro 1, c'était le coloris de Noël 2020. Donc je peux voilà, vous la montrer bloquée et portée, parce que je pense pas qu'elle était bloquée la dernière fois, ou en tout cas les fils n'étaient pas rentrés, et j'avais pas cousu le bouton que je peux vous montrer ici. Hop. Je sais pas si vous allez bien le voir, en fait il y a une petite ouverture en forme de goutte dans le dos, et j'ai rajouté un bouton que j'avais dans mon stock qui vient de je ne sais où. Et voilà, j'en suis assez contente, je l'ai pas beaucoup porté j'avoue parce que les manches courtes c'est quand même pas évident et moi là où je travaille il fait assez froid. Donc il faudrait que je porte ça avec un gilet par dessus et pour l'instant j'ai pas trouvé de gilet qui aille vraiment avec. Donc là je le porte à la maison où il fait un petit peu meilleur et c'est sympa. Et je peux vous montrer aussi la jupe que je porte, vous l'aviez vu aussi la dernière fois. Bon là comme je me rapproche vous allez la voir floue mais je vous invite à regarder l'épisode précédent si vous voulez en savoir plus. C'est une jupe que j'ai brodée d'après un modèle artisan et le nom du patron c'est la jupe Rio, c'est une jupe short à la base. Moi je l'ai réalisée juste en version jupe de Pauline de Cut & Sew. Ouais c'est ça. Mais voilà, référez-vous à l'épisode précédent. Les infos sont plus sûres dans cet épisode-là. Voilà pour ce que je porte. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce haut je vous avais parlé un petit peu des couleurs qui étaient assez variées. Je sais pas si vous vous en rendez compte là. Bon, moi c'est pas ce que je préfère, mais on va dire que je m'en accommode. Et à porter, il est assez agréable. Les bracelets de manches sont pas trop serrés. En fait, on tricote en jersey puis on rabat en deux, qu'on coud à l'intérieur. Et du coup, ça fait un rabat qui est vraiment très agréable, très élastique. J'ai fait les manches plus courtes que ce qui était prévu, mais parce que j'ai manqué de laine. Enfin, j'avais que 2 écheveaux en fait. Et je savais d'avance que j'avais pas assez de laine pour faire aussi bien la longueur de corps indiquée que la longueur des manches. Mais au final, je trouve ça pas trop mal. Donc c'est un patron qui est disponible uniquement en anglais, je crois. Mais j'ai vu il n'y a pas très longtemps que Agathe de la chaîne Agathe Power of Tricot, que j'embrasse si elle passe par ici, a fait un très joli top aussi comme ça à manches courtes. Alors je crois que le patron c'est
le style knitting. Et en fait ça ressemble beaucoup à ce pull là, alors avec des finitions qui sont assez différentes je crois, mais il est en français, donc si jamais ce type de haut vous intéresse et que vous ne tricotez pas en anglais, je vous invite à regarder de ce côté là. Ensuite, dans l'ordre, je crois que ce que j'ai tricoté en premier c'était le Ranunculus de Midori Heroes, donc qui est un petit peu froissé. Je vais pas l'enfiler mais je peux vous le montrer comme ça. Hop. Donc c'est un top que j'ai tricoté avec des pelotes que j'avais trouvées chez Emmaüs de Rowan Fine Lace. Alors j'avais regardé la compo, je crois que c'est un mélange de baby alpaga et de soie, donc c'est hyper doux et hyper fluide sans être trop mou, parce que l'alpaga ça a tendance à être un peu mou, là je pense que la soie lui donne un peu de tenue. Et donc qu'est-ce que je peux vous dire, j'avais pas du tout l'échantillon recommandé pour ce patron, mais de toute manière c'est un patron qui est prévu pour être très très large, il n'y a qu'une seule taille. Et après voilà, vous pouvez adapter en fonction de la laine que vous tricotez, il suffit de calculer le tour de buste qu'on va obtenir en fonction de son échantillon, de voir si ça colle. Et moi ça m'allait bien, donc je l'ai tricoté en double la Fine Lace. Et j'avais, comme je vous dis, 2 pelotes, donc ça m'a fait ça, je crois qu'il y a 400 mètres de fil par pelote, donc hop. Ça me fait un petit top, alors qui est assez court, hein, si on n'a pas des pantalons ou des jupes taille haute, ça peut être un peu gênant. Et puis moi j'ai un petit gabarit, donc voilà, ça rentrait dans 2 pelotes, mais sinon il faut prévoir un petit peu plus, ou tricoter de manière plus déjaugée peut-être. Et donc ça s'est super bien passé. La dernière fois quand j'ai dû vous le montrer, je devais être au niveau du yoke. Alors ça se tricote hyper vite, c'est hyper addictif tout le yoke là, et moi j'adore cette petite texture. Alors avant blocage, j'avoue que j'avais un peu peur, c'était pas très joli, je trouvais que les petits trèfles à 4 feuilles là on les voyait pas bien. Et en fait, bon bah, au lavage, ça s'étale bien, ça se lisse et ça donne cette très jolie dentelle. Enfin moi je comprends le succès de ce patron, je l'adore. Et la couleur est top, j'avais peur que ça me donne un peu mauvaise mine, mais je pense que ça va. Alors comme modification, j'ai pas fait grand chose, j'ai raccourci le corps, enfin disons que je me suis arrêtée quand j'avais plus de laine, hein, tout simplement. Et normalement, quand on choisit la version à manches courtes, parce qu'il y a aussi une version à manches longues, on rabat les manches au moment de la séparation entre le corps et les manches. Donc en fait, il se tricote du haut vers le bas, donc on tricote tout le yoke, on tricote un petit peu en faisant une sorte de raglan, puis ensuite on sépare le corps des manches, on rabat les manches en même temps, et puis après on tricote le corps tout droit. Et moi comme j'avais pas tout à fait le même échantillon, je trouvais que les manches étaient un peu courtes comme ça, enfin ça aurait presque fait une sorte de débardeur et c'était pas vraiment ce que j'avais en tête. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé mes mailles en attente, comme c'est indiqué pour la version à manches longues en fait. Et puis j'ai repris les manches à la fin en faisant quelques rangs supplémentaires de jersey. Enfin il n'y a vraiment pas grand chose, il y a 1 ou 2 cm. Et c'était juste histoire de rallonger un peu mes manches. Ensuite j'ai un peu hésité au niveau du rabat parce que je me suis dit bon du jersey comme ça tout simple, si on le rabat ça va roulotter forcément. Puis je me suis dit bon je fais confiance à la designer, si elle rabat de cette manière là c'est que ça doit, ça doit fonctionner. Alors si on tire dessus ça reste en place, mais globalement ça a quand même tendance à roulotter un petit peu. Donc bon, moi ça me gêne pas trop, mais si vraiment vous n'avez pas envie de cet effet, je vous conseille de reprendre les mailles comme je l'ai fait, et puis de faire quelques rangs de côte plutôt, ça maintiendra vos manches plus droites. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre?
Non, c'est tout. J'ai relevé évidemment les mailles qu'on avait ajoutées sous les manches, enfin sous les emmanchures pour faire les manches. Mais ça, tout ça c'est expliqué dans le patron. Il y a même une petite technique pour éviter d'avoir les trous, vous savez, au niveau de quand on relève les mailles sous les manches. Et voilà, donc j'en suis très contente, ça me fait un autre haut à manches courtes pour l'hiver, mais celui-ci je le trouve plus facile à porter sous un gilet ou sous un pull, c'est peut-être parce que les manches sont pas bouffantes contrairement à celui-ci. Mais voilà, j'aime beaucoup et je suis contente surtout d'avoir déstocké 2 pelotes de mon stock qui est quand même... j'essaye de le garder relativement raisonnable, mais forcément avec le temps on accumule et surtout des petits restes ou parfois quand on chine comme ça des choses de seconde main, c'est quand même assez rare de trouver des gros lots de pelotes, donc de temps en temps c'est sympa d'avoir des petits projets comme ça qui consomment une pelote ou deux. Ensuite, dans l'ordre, j'ai tricoté des chaussettes. Alors je pense pas que je les avais commencées celles-ci. C'était un peu sur un coup de tête, en fait je crois qu'après le ranunculus je me suis retrouvée un peu sans rien sur les aiguilles. Et j'ai des projets en tête pour cet automne-hiver mais j'avais pas encore la laine. Donc j'étais un peu en attente et je me suis dit bon, je vais commencer des chaussettes. C'est toujours pratique à avoir quand on va dans les transports en commun ou des apéros tricot. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, j'avais parlé de ça sur Instagram en septembre, j'avais demandé aux personnes qui me suivent là-bas si ça vous intéressait en fait de faire des cafés tricot ou des apéros tricot à Rennes. Donc il y a pas mal de personnes qui m'ont répondu et c'était chouette parce que du coup j'ai vu que j'étais pas toute seule à chercher ce type d'événement. Et en fait il se trouve que il y a déjà plusieurs apéros tricot qui existent à Rennes, si ça vous intéresse. Donc il y en a un au café bar le papier timbré qui se trouve rue de Dinan. Alors celui-ci, je saurais plus vous dire la date, ça doit être le premier mardi du mois ou le deuxième mardi du mois, je suis plus très sûre. Et le nom, si vous voulez chercher genre sur Facebook, c'est Stitch and Drinks. Et moi, celui où j'ai commencé à aller, c'est un café tricot donc, qui a lieu au Café Cortina les premiers mardis du mois et parfois le troisième jeudi du mois. Et si vous voulez le trouver sur les réseaux sociaux, enfin sur Facebook essentiellement, ça s'appelle Woolly Wonders. Et voilà, j'y suis allée 2 fois pour l'instant et c'est très très chouette et j'ai rencontré des personnes qui sont vraiment super sympas, donc je pense que je continuerai à y aller. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, à me faire un petit coucou et puis peut-être qu'on se rencontrera là-bas. Pour en revenir à mes chaussettes, du coup, ce patron-là, si je retrouve le nom, voilà, j'avais mis un marque-page parce que je suis quelqu'un de très organisé. Non. Ce sont les Kaisla. Que je vous montre pas trop de patrons, enfin de toute manière à cette distance je pense que vous ne voyez pas. Est-ce que j'ai une plus grande photo? Non. Donc vous vous contenterez des photos, des chaussettes en vrai. Je vais vous en enfiler une peut-être pour vous montrer, même si c'est toujours un peu acrobatique. Alors, ce sont des chaussettes que j'ai réalisées, hop là, avec la laine, c'est toujours la même, c'est la West Yorkshire Spinners 4-ply. Les coloris, je ne m'en souviens plus, mais je vous les mettrai dans la barre d'infos, avec le nom du patron et tout ça. Et en fait, ce sont des chaussettes donc en dentelle. En fait, ce sont des côtes 3-3 au sein desquelles on fait un petit peu de dentelle, mais très simple. Ce sont juste des jetés et des diminutions. Ouais, c'est ça. Et des diminutions sur 3 mailles, donc c'est un petit peu plus... il y a un petit peu plus de manipulation que les diminutions classiques, mais rien d'insurmontable. Donc, hop.
Voilà ce que ça donne. En fait, c'est des chaussettes classiques avec un talon renforcé à gousset. Et puis, ce qui est assez sympa avec cette dentelle, c'est qu'on a l'impression que les bandes de côte partent dans un sens puis dans l'autre. Et moi je trouve que voilà, ça donne un effet assez sympa. J'avais pas assez de laine violette, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai séparé ce qui me restait en deux. J'ai tricoté au max avec, puis ensuite je suis passée sur une autre couleur en faisant cette fois que des côtes 3-3. Donc ça me fait des pointes qui sont un peu plus hautes que d'habitude, mais comme c'est dans la chaussette, ça me dérange pas et je trouvais que finalement ces deux couleurs allaient assez bien ensemble, enfin, ça fait un peu automnal. Donc il n'y a pas de côte au début et on fait un montage, moi je crois que j'ai fait un montage tricoté à la française et il n'y a pas longtemps j'ai trouvé que ça avait un autre nom. Oui c'est ça, c'est pour le pull dont je vais vous parler après, ça s'appelle en anglais a priori l'Alternate Cable Cast-On. Et moi en fait c'est toujours ce montage là que j'utilise pour faire des chaussettes qui soient très élastiques au niveau des côtes ici. Moi la plupart de mes chaussettes je les tricote en cuff down, donc des côtes vers la pointe. C'est la méthode que je préfère. Voilà, donc moi cette laine j'en suis toujours satisfaite, même si bon, de temps en temps ce serait pas mal de changer, mais franchement pour avoir des chaussettes qui ont plus d'1 an, voire 1 an et demi, 2 ans dans cette laine, elles résistent hyper bien alors que je les porte très souvent dans des chaussures à l'extérieur et voilà, elle est top. Je pensais avoir autre chose à vous dire, mais ça ne me revient pas. Donc oui, le patron, ça vient de ce livre 52 Weeks of Socks, que tout le monde connaît par cœur maintenant, et ouais, j'essaye quand même de le rentabiliser pour tricoter quelques chaussettes dans ce livre, parce que c'est vrai qu'on a tendance à acheter des magazines et des livres et puis on les utilise pas trop. Et bon, moi j'ai dû tricoter que 3 paires finalement dans ce livre, alors qu'il y en a 52, ce qui est un peu dommage, mais voilà, ça fait quand même un recueil un peu sympa dans lequel piocher, j'en ai fait pas mal pour des cadeaux, donc c'est vrai que c'est assez pratique pour ça. En tricot, voilà ce que j'avais à vous dire pour les projets finis. Et côté projet en cours, j'ai commencé il y a 2 ou 3 semaines je dirais, un pull qui était censé être pour l'anniversaire de Fabien, mon conjoint, mais son anniversaire c'est aujourd'hui. Et le pull n'est absolument pas fini, mais enfin je le savais, je m'y suis prise beaucoup trop tard. Donc ce sera plutôt pour Noël. Je pense que ouais, pour Noël ça devrait le faire, et même si c'est pas fini pour Noël c'est pas très grave. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Tricoter pour un homme c'est quand même pas la même chose que de tricoter un ranunculus en taille XS, hein, on est d'accord. Donc c'est un peu plus long, hein. Je vous apprendrai rien. C'est le patron qui s'appelle Endeavour Sweater de Laurienne Knits. Donc Laurienne Knits, je crois que c'est une française qui habite en Écosse. Par contre, alors je voudrais pas vous dire de bêtises, je sais plus si le patron est dispo que en anglais ou en français et en anglais. Je crois qu'il y a les deux versions. Et d'ailleurs moi il me semble que la version que j'ai téléchargée c'est la française. Mais voilà, c'est une designer qui a pas fait beaucoup de patrons, mais ils sont très chouettes et moi j'aime bien la suivre aussi sur Instagram parce qu'elle fait des trucs vraiment chouettes en couture. Et ce pull à la base c'est une marinière, donc pour hommes hein, essentiellement, qui a une construction donc du bas vers le haut en bottom up, et en fait c'est pas un raglan, c'est un peu je dirais un mix entre un raglan et puis des manches marteau ou des épaules marteau. Un peu comme ce top là vous voyez, mais pas vraiment. Donc ce qui fait que ça épouse vraiment bien les formes des pectoraux, hein, parce que finalement les hommes sont pas bâtis de la même manière que nous.
généralement, et moi je trouve que les raglans sur les hommes, enfin en tout cas déjà il n'y a pas beaucoup de patrons pour hommes, enfin beaucoup moins que pour les femmes, et les raglans pour les hommes je trouve que c'est pas très saillant, enfin, en tout cas sur les modèles que j'ai vus. Du coup je voulais vraiment un truc qui soit un peu flatteur quoi, pour la silhouette, un minimum. Donc je me suis pas rabattue sur ce patron, enfin je me suis dirigée vers ce patron que je trouvais très beau et qui se tricote avec une laine fingering sport. Moi j'utilise cette laine là qui est la Vovo de Retrosaria. Je l'ai déjà utilisée pour mon gilet, comment il s'appelait celui-là, le fleuriste cardigan de Sari Nordlund. Moi il était dans une couleur un peu marron. Et là je me suis dirigée donc vers le bleu, c'est le coloris 03 que j'ai acheté sur la boutique d'Anna, Lana et Tricot. Et j'en ai pris je crois 11 pelotes. Parce que bah ouais, ça consomme un pull pour homme. Mais bon c'est son cadeau d'anniversaire Noël, donc voilà, il l'a bien mérité. Et au début, franchement c'était long, surtout les côtes. Alors le montage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle nous conseille un montage alternate cable cast-on. C'était la première fois que je faisais ça pour un pull. Et là en plus c'est pour des côtes 2-2, donc je crois que la manip est un peu différente. Moi généralement je le fais pour des côtes 1-1. Et franchement, je vais pas vous mentir, je l'ai recommencé en plus une deuxième fois parce que la première fois je m'étais plantée, ce qui faisait qu'il y avait un décalage. En fait c'est censé faire presque comme un montage tubulaire. Je sais pas si vous allez bien le voir. En fait c'est censé faire comme si les côtes se continuaient d'un côté vers l'autre quoi. Enfin de l'endroit vers l'envers, sans faire de rang de montage un peu disgracieux, mais en étant normalement plus simple qu'un montage tubulaire. Moi je pense que ça m'a pris genre une bonne heure pour faire le montage et tricoter le premier rang, voire 1h30, sachant que j'ai dû le recommencer une seconde fois parce que je m'étais plantée. Donc voilà, au début c'était un peu long, j'avais hâte d'arriver au jersey. Il y a deux constructions possibles, enfin on peut faire une construction toute droite, donc là on monte directement le nombre de mailles indiqué et puis on tricote tout droit. Moi j'ai choisi une version fitée, alors pas spécialement parce que je voulais que le pull soit fité, j'étais pas sûre que ce soit très joli, mais pour avoir des augmentations sur les côtés qui rythment un petit peu le tricot parce que sinon ça allait être très très long. Déjà là ça m'a paru long par moment, alors là depuis quelques jours ça va mieux et j'ai pas mal avancé finalement, je me suis pris au jeu du jersey comme ça en rang. Et ça avance pas mal, là je suis presque, je crois qu'il me reste une série d'augmentations à faire. Et puis je serai arrivée à la séparation du corps et des manches. Et là je pense qu'après ça on met en attente. Et après on tricote les manches séparément. Donc les manches ça va aller un petit peu plus vite, c'est des plus petits diamètres. Donc voilà, je pense que ça va être sympa. La laine, moi je l'aime toujours autant, la Vovo, ça a été un vrai coup de cœur quand je l'ai découverte. C'est une laine rustique, hein, c'est des moutons qui sont élevés au Portugal. Et toute la transformation est faite au Portugal. Et dans mes souvenirs, alors sur mon gilet fleuriste, elle était un peu plus douce avant blocage et encore plus après blocage. Là je la trouve un peu plus sèche peut-être, mais toujours aussi moelleuse par contre. Et c'est ce que j'adore avec cette laine, c'est qu'elle est vraiment très élastique et très moelleuse. Un peu comme la Gilliatt de Dererum Natura. Et surtout, alors ça je voulais attendre un petit peu pour confirmer, mais sur mon gilet fleuriste, elle a fait je pense 0 bouloche. Et là ça fait quand même quelques mois que je l'ai, que je le mets très très souvent et il n'a pas bougé. Et donc ça c'est super parce que Fabien n'étant pas particulièrement soigneux avec ses vêtements, je voulais une laine qui soit vraiment bien résistante. Et celle-ci donc elle est à la fois chaude, moelleuse et elle bouloche pas du tout, elle résiste bien au frottement. Donc voilà, c'était
exactement ce qu'il nous fallait. Donc bah, je vous donnerai des nouvelles de ce pull, j'espère que je pourrai vous le montrer terminé la prochaine fois parce que je suis pas sûre de pouvoir retourner avant Noël, donc j'espère que je pourrai vous le montrer après Noël, ce qui voudra dire que je l'ai fini à peu près dans les temps. Pour rester sur le tricot, je vais vous montrer quelques trouvailles que j'ai faites en allant chez Emmaüs il n'y a pas longtemps. J'avais pas prévu d'y aller pour de la mercerie, mais bon, on se refait pas. J'ai trouvé, et j'en suis très contente parce que ça c'est plutôt rare, pas mal de pelotes de laine à chaussettes et dans des coloris en plus assez neutres, ce qui est exactement ce que je recherche parce que bah, je me rends compte que voilà, je fais plein de chaussettes avec des couleurs un peu originales, enfin j'en fais plein, j'en ai fait quelques-unes. Et bah, c'est très bien pour mettre sous des pantalons longs ou alors avec des pantalons un peu courts mais quand on est habillé de manière plus sobre ailleurs. Mais moi souvent je me retrouve voilà, avec des pantalons 7/8e là et des couleurs de chaussettes improbables. Donc je me disais que là j'avais vraiment besoin de couleurs un petit peu plus sobres. Donc j'ai vraiment dû fouiller, hein. Elles n'étaient pas toutes ensemble, c'était pas un lot comme ça, voilà. Il a fallu que je fouille pas mal et je suis assez contente parce que là il y avait les étiquettes. Et chez Emmaüs c'est pas toujours le cas, donc pour la laine à chaussettes c'est un peu gênant parce que bah, la laine à chaussettes il faut soit qu'elle ait une méthode de filage qui la rende résistante si elle contient pas de nylon, soit qu'elle contienne du nylon. Et donc ça m'est déjà arrivé d'acheter des laines que je pensais être des laines à chaussettes parce qu'elles avaient une taille, une grosseur fingering et qu'elles avaient l'air assez résistantes, et puis en fait je me rends compte à l'usage que a priori c'est pas des laines à chaussettes, ou en tout cas pas de très bonne qualité parce qu'elles s'usent un peu, voire elles s'usent très vite. Mais là, elles ont toutes leurs étiquettes, donc je sais que c'est des laines à chaussettes, j'en suis sûre, j'ai la composition, et voilà, donc c'est que des laines vintage, là c'est de la Bergère de France. Celle-ci j'en ai 2 pelotes donc je suis assez contente, ça pourra faire des chaussettes un peu plus hautes. Parce que 50 grammes parfois ça peut être un peu juste pour une paire de chaussettes hautes, surtout si on fait pas des talons contrastants. Ça c'est de la Suisanil 4. Donc ça je me demande si c'est pas... Ouais, c'est une marque des 3 Suisses. Donc un peu beige comme ça. J'ai 2 autres beiges écrus plus ou moins clairs là. Ça c'est des marques, je ne saurais même pas lire. Sophie Nil, enfin voilà, des trucs. Ça c'est de la laine pingouin. Ça c'est encore de la Suisanil. Celle-ci elle est un peu... elle a 3 couleurs en fait différentes. Et ma préférée, de la Bordeaux. Donc je les ai toutes pesées, elles font pas toutes exactement 50 grammes. Celle-ci elle fait un peu moins je pense. Mais voilà, pour une paire de chaussettes avec des talons et des pointes contrastantes, ça pourra le faire. Donc je suis très contente de ça. Ça va me durer pas mal de mois parce que là, il me reste encore pas mal de West Yorkshire Spinners, mais pas dans des coloris un peu neutres. Et puis, voilà, je sais que je vais vite arriver au bout parce que je tricote quand même souvent des chaussettes. Là en ce moment j'ai uniquement le pull de Fabien. Mais ça m'arrive souvent d'avoir un gros projet plus une paire de chaussettes. Donc là c'est cool, j'en ai pour au moins 1 an ou 1 an et demi de chaussettes à tricoter. Ce sera tout pour le tricot pour aujourd'hui. Je vous parle de couture mais ça concerne aussi un peu le tricot, puisque il s'agit d'une pochette à aiguille circulaire que j'ai mis alors beaucoup de temps à coudre, mais parce que je voulais en faire un tutoriel pour mon blog. Donc vous pouvez retrouver toutes les explications pour faire cette pochette sur mon blog, je vous mettrai le lien dans la description. Donc ouais, je pense que je l'avais commencé au mois de mai, puis je l'ai mise de côté, reprise, etc. D'ailleurs je crois que je vous l'avais montré précédemment. Et j'étais arrivée à un stade où le résultat me plaisait pas trop, donc j'ai décousu, recousu d'une manière différente. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne une fois ouvert. Hop. Donc là derrière en fait vous avez tout l'extérieur de la pochette qui est matelassé. Et puis à l'intérieur
Donc vous avez ici une petite pochette avec un rabat boutonné, des petites pochettes ici pour mettre une paire de ciseaux, des accessoires. Là vous avez un petit anneau pour mettre... alors c'est un anneau de porte-clés, donc vous pouvez y mettre des anneaux marqueurs ou des petits anneaux qui ressemblent à des épingles à nourrice là. En dessous, hop, vous avez un rabat et les différentes pochettes à aiguilles. Donc là j'ai mes aiguilles interchangeables. Moi en fait j'ai qu'un seul kit d'aiguilles, hein, c'est les Aya Aya Sharp que j'utilise tout le temps et qui me conviennent bien. J'ai quelques aiguilles à torsade ici. Là c'est des aiguilles double pointe pour tricoter des chaussettes. J'ai quelques crochets si besoin de faire un montage ou autre. Et puis ensuite là à côté vous avez les poches avec les câbles. Donc bon, moi je l'ai faite en fonction de mes besoins, hein, mais je me suis dit que ça pouvait peut-être convenir aussi à d'autres personnes. Donc je ne veux pas vous en dire tellement plus, toutes les explications sont sur le blog et n'hésitez pas si vous avez des questions. Ici sur la petite poche je mets aussi une épingle à nourrice et puis je pique mes aiguilles à tapisser. Et voilà, c'est aussi personnalisable, hein. Là j'ai utilisé des tissus qui sont de seconde main, donc ça c'était un vieux drap. Et puis le tissu blanc aussi c'était le drap, c'était le revers du drap. Et ça c'est un tissu d'ameublement que j'ai déjà utilisé, enfin c'était un petit coupon qui me restait. Et puis voilà, en termes de nombre de poches, vous pouvez aussi totalement personnaliser une fois que vous avez compris le principe. Voilà, vous pouvez un petit peu faire ce que vous voulez, donc j'en suis très contente. Et hop, elle se referme comme ça avec des liens. Le matelassage, je l'ai réalisé avec un molleton de laine bretonne qui m'avait été envoyé par mon amie Marion, dont je vous avais déjà parlé. Et c'était la première fois que je faisais du matelassage et ça s'est très bien passé, c'était très chouette. Et puis je suis vraiment contente de ne pas avoir utilisé de matière synthétique pour la réalisation de cette pochette là. Donc voilà. Ce sera tout pour la couture. J'ai fait d'autres choses mais là je peux pas vous en parler parce qu'elles sont pas encore sorties. Et puis pour le tricot il y a aussi des petites choses que j'ai faites mais qui seront pour plus tard pour la fin d'année, donc je garde aussi la surprise. J'ai fait un peu de broderie en septembre-octobre. En fait j'ai dans l'idée de faire un album un peu de souvenirs qui change des albums photos. Où, alors déjà j'ai choisi un joli papier qui est fait de manière artisanale, pas très loin d'ici, à partir de vieux draps en fait qui sont recyclés et on fait du papier comme ça de manière ancestrale. A priori c'est un moulin qui se visite aussi, alors pas pendant l'automne-hiver mais au printemps. Donc c'est le moulin de Sainte-Suzanne si jamais ça vous intéresse. Et ouais, moi je trouve ça fou qu'on fasse encore du papier de cette manière-là. Et en plus, c'est une façon, enfin voilà, c'est de la matière recyclée, donc c'est vraiment très chouette. Donc pourquoi je vous dis ça? Oui, parce que mon album, j'aimerais le faire sur ce papier-là. Alors il y a certains papiers qui sont même incrustés de pétales de fleurs, c'est très joli. Et j'aimerais y coller ou y redessiner des souvenirs, des cartes postales, des tickets si on visite un musée, des cartes de restaurant, ou redessiner des cartes géographiques de l'endroit où on était, par exemple pendant les vacances cet été. Noter pourquoi pas des petites recettes de cuisine comme ça qu'on aurait glanées à droite à gauche. Et j'aimerais aussi y ajouter un petit peu de broderie. Donc là j'ai fait ça pour l'instant. Donc c'est pour cet été, hein. Je suis pas en avance mais voilà, je me mets pas la pression pour cet album, hein. Donc là c'est une petite branche de mur et en fait, alors si je vous la rapproche vous allez la voir floue. Mais j'ai utilisé des perles pour faire les murs, donc les murs et les murs pas murs. Et le reste, donc c'est de la broderie classique si je puis dire. Et l'idée après c'est de découper en fait un carré et de coudre directement ce petit cocon de tissu sur le papier. J'ai déjà fait ça pour des cartes de vœux précédemment, enfin j'aime bien en fait le mélange des techniques. Et puis là j'ai commencé à dessiner des petits coquillages que j'aimerais bien faire aussi en broderie un peu texturée avec du relief.
Et voilà, enfin je me dis que ça peut être chouette. Enfin pour moi les murs c'est vraiment des... Ouais, c'est un peu un symbole des vacances d'été. Ça me rappelle les cueillettes de mon enfance et puis bah, les coquillages aussi, les coquillages ramassés sur la plage. Donc voilà, c'était l'idée de cet album là. Je sais pas si j'y glisserai des photos d'ailleurs, peut-être, mais en tout cas je me laisse le temps pour le fabriquer. J'aimerais bien, après, une fois que quelques pages seront faites, en faire des cahiers, puis de relier les différents cahiers à la main, avec une technique de reliure dont j'ai oublié le nom, mais voilà, si ça vous dit, je vous montrerai tout ça si ça avance. Ensuite, je voulais vous parler de teinture végétale. Alors, hop, je vais prendre ma petite valise pour vous montrer ça. Alors ça fait longtemps que j'accumule des végétaux divers et variés, pardon, pour faire des tests de teinture. Donc j'ai accumulé, je pense, des peaux d'avocat depuis 2 ou 3 ans et des noyaux aussi que je fais sécher. Et puis après je les conserve comme ça dans des petits sachets en craft. Des peaux d'oignons, alors des oignons jaunes ou des oignons rouges. J'avais aussi des feuilles et des branches d'eucalyptus que j'ai récupérées de bouquets. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Hop, en regardant là-dedans, je vais pouvoir vous dire, j'avais de l'hibiscus aussi. Enfin voilà, différents végétaux que je savais qui pouvaient être utilisés en teinture. Et là, j'ai fait des petits tests, donc à la fois sur du tissu et de la laine. Pour le processus, alors en fait c'était pas la première fois que je faisais de la teinture, mais globalement enfin, c'est pas très compliqué. Je dirais qu'il y a 2 manières de procéder. Soit vous utilisez des végétaux qui sont riches en tanins, donc par exemple les peaux d'avocat c'est le cas. Là j'ai utilisé aussi des écorces de châtaigne, ça c'est riche en tanins. Donc ces végétaux là ils n'ont pas besoin que la laine ou le tissu soit préparé en amont. Donc vous pouvez directement faire bouillir les végétaux pendant 45 minutes, 1 heure dans un grand volume d'eau. Vous filtrez, vous récupérez cette décoction et ensuite vous laissez refroidir, surtout si vous allez teindre de la laine. Et puis vous plongez tissu et laine dans la décoction et là vous refaites chauffer progressivement pendant 45 minutes, 1 heure. Si vous chauffez progressivement, la laine ne va pas feutrer, il ne faut pas la remuer de manière trop intense. Mais voilà, globalement c'est ça le processus, donc c'est vraiment pas compliqué. Ça peut être un peu salissant mais c'est pas compliqué. Il vaut mieux avoir une casserole qui est dédiée que à la teinture végétale, pas à l'alimentaire. Après il y a d'autres végétaux qui eux ont besoin de ce qu'on appelle un mordançage. Donc c'est une préparation en fait des fibres, donc aussi bien laine que tissu, en amont de la teinture. C'est le cas, alors on m'a dit pour l'oignon, pour l'hibiscus j'ai mordancé aussi. Après, par exemple, on peut utiliser, je sais, les fans de carottes, enfin ce genre de végétaux. Il vaut mieux mordancer avant. La garance, je pense qu'il faut mordancer, enfin voilà. Dans le doute, vous pouvez systématiquement mordancer aussi. En fait, ça va préparer la fibre à absorber la teinture en quelque sorte. Donc pour ça, il y a différentes méthodes. Alors, moi j'ai utilisé de l'alun de potassium. Je crois que c'est un peu critiqué parce que ça contient de l'aluminium, mais je vous avoue que je suis pas renseignée sur le sujet, donc je pourrais pas vous en dire plus. Mais en tout cas, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai dissous de l'alun de potassium et de la crème de tarte. Je saurais pas vous dire les quantités, mais pour ça, voilà, il y a des livres ou sur internet, vous pouvez trouver des infos. Donc j'ai dissous ça dans de l'eau, c'est des quantités, des très petites quantités, hein, et ça se présente sous la forme de poudre que vous pouvez acheter sur internet ou quelquefois en pharmacie. Vous plongez votre tissu, votre laine dedans, donc dans l'eau qui est de préférence froide, et vous faites chauffer pendant pareil à peu près 1 heure. Vous laissez refroidir dedans, et en fait la fibre va absorber l'alun de potassium et c'est ça qui va lui permettre par la suite d'absorber la teinture. Donc après on rince,
on fait sécher, on peut conserver comme ça le tissu ou la laine déjà mordancée, et puis après on procède à la teinture comme, enfin, voilà, de la même manière que je vous ai expliqué précédemment. Et voilà, et ça permet à ce que la teinture tienne dans le temps et soit ce qu'on appelle solide à la lumière et voilà, aux éléments, enfin à l'eau. Sachant que bon, faut quand même pas trop exposer à la lumière tout ce qui est teint de manière végétale, je crois, parce que ça peut altérer. Et pareil au niveau du pH, le pH de l'eau, si elle est trop acide, basique, ça peut aussi altérer la couleur, il faut le savoir. Donc là j'ai fait mes tests et j'en attendais rien. En fait j'avais pas de couleur spécifique en tête, c'était surtout pour voir, donc je peux vous montrer ce que j'ai fait. Le premier et peut-être le plus surprenant, ce sont les feuilles d'eucalyptus. Alors je vais vous montrer à chaque fois le tissu et la laine comme ça. Parce que c'est des tests, mais en fait vous verrez peut-être plus tard si vous me suivez sur les réseaux que ça va avoir une utilité, mais je vous la montre pas tout de suite. Donc voilà ce que ça donne, les feuilles d'eucalyptus. Je trouve ça assez dingue. Alors de manière générale, je trouve que la laine elle prend beaucoup plus facilement la teinture que le tissu. Il paraît que les fibres animales elles prennent plus la teinture. Donc sur le tissu j'obtiens un beige un peu orangé. Et alors sur la laine, voilà. C'est vraiment un orangé rouille assez intense. Et je trouve ça assez dingue parce que les feuilles d'eucalyptus, elles n'ont pas trop cette couleur là à la base. Ensuite, je peux vous montrer la châtaigne. Alors ça, j'avais déjà testé la châtaigne sur un reste de Gilliatt de Dererum Natura et j'avais tricoté un bonnet avec. Donc voilà la châtaigne. Donc c'est un marron dans lequel il y a un petit peu de rose, je trouve. Et je trouve ça assez joli. Ensuite, on a l'avocat. Donc ça, l'avocat, c'est quand même très connu. Hop, ça donne un rose, donc là aussi c'est assez surprenant. Donc ouais, un vieux rose qui est plutôt sympa. Là il y a du coton, ça c'est un fil de coton et ça c'est un fil de laine. Et puis le tissu prend pas mal aussi la teinture à l'avocat je trouve. Ensuite on a l'oignon rouge que j'aime bien aussi. Ça donne un marron. Sachant que alors certaines personnes obtiennent du vert, un vert un peu kaki avec l'oignon rouge. Et enfin l'hibiscus. Donc l'hibiscus, je pensais obtenir un violet et en fait un violet très pâle. En fait j'obtiens quelque chose entre le vieux rose et le marron. C'est finalement assez proche en termes de couleur de ce que j'obtiens avec la châtaigne sur la laine en tout cas. Donc voilà, et puis j'avais un petit sac en coton, comme ça, qui était tout blanc et que j'utilisais pas spécialement, j'aimais pas beaucoup, c'était ma belle-mère qui m'avait donné ça. Et je l'ai teint, j'en ai profité pour le teindre à l'avocat. Et du coup je le trouve beaucoup plus sympa comme ça, pour ranger des petites pelotes. Ça peut être très cool. Donc voilà, c'était surtout pour vous dire que si vous avez comme ça des restes de végétaux qui traînent chez vous, n'hésitez pas à faire des petits tests de teinture, même avec les enfants, je me dis que ça peut être une activité assez sympa, bon, en les éloignant un peu des casseroles. Mais je trouve ça assez chouette et puis au final toutes les couleurs vont bien ensemble, c'est ça que je trouve top avec la teinture végétale. J'avais lu ça dans un livre que mais en fait ce qui est beau avec la teinture végétale c'est que toutes les couleurs vont ensemble, un peu comme dans la nature en fait, il n'y a pas de couleur qui jure avec l'autre. Et voilà pour la teinture, donc je vous en reparlerai prochainement, en fait ça va me servir à faire de prochains tutoriels pour les réseaux sociaux. Parce que voilà, c'est peut-être le moment de vous en parler. Comme tous les ans, je vais faire un calendrier de l'Avent sur Instagram et sur Facebook avec une idée de DIY ou de recette ou une inspiration. Alors peut-être pas chaque jour cette année parce que comme je vous le dis la fin d'année est bien chargée, donc ce sera peut-être allez, entre un jour sur deux et tous les jours, je vais faire le maximum. Si c'est tous les jours tant mieux, si c'est un peu moins je pense que vous m'en tiendrez pas rigueur.
Et puis je préfère vraiment faire moins de choses mais les faire bien pour rester dans cette logique de consommation responsable. Donc il y a déjà plein de petites choses qui sont prêtes pour la fin d'année mais que voilà, je garde secrètes pour l'instant. Et ce dont je voulais vous parler à la fin, et là c'est de mon livre du coup. Ça me fait bizarre de le tenir dans les mains après avoir travaillé dessus pendant de longs mois. Donc c'est Mon Noël 100% fait maison aux éditions Albin Michel. Donc ce livre, en fait, c'est un petit peu la continuité des calendriers de l'Avent que je propose chaque année sur Instagram depuis, là cette année je crois que ce sera la 4e année. Et voilà, c'est un recueil d'idées de do it yourself pour passer des fêtes qui soient un petit peu plus responsables, de manière un petit peu plus slow, enfin un petit peu plus concentrée sur l'essentiel, et puis si possible avec des matériaux qui soient naturels, écologiques ou de seconde main. Et donc c'est à la fois un recueil qui reprend quelques idées que j'avais présentées lors des calendriers de l'Avent précédents, et plein d'idées nouvelles surtout. En tout il y a 35 idées de création, mais chaque idée, enfin presque chaque idée, a des idées de déclinaison. Donc ça en fait vraiment un recueil avec beaucoup d'idées de création, et avec toutes les techniques, enfin voilà, des techniques pas compliquées du tout, accessibles à tous, qui demandent peu de matériel. Enfin, on a essayé de faire ça le plus simple possible, et qui mêle différentes techniques. Donc vous pouvez avoir ici des boules de Noël en bandelettes de papier, des petites choses, des petits ornements à faire avec de la laine. Donc il y a une partie pour décorer le sapin. Il y a des ornements brodés en feutrine que j'aime beaucoup. Il y a des choses pour décorer le sapin, pour décorer la table, pour décorer la maison. Il y a des calendriers de l'Avent, et il y a aussi des petites idées pour décorer les paquets cadeaux ou pour faire des petits cadeaux sympas ou gourmands. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ça c'est un centre de table, hop, réalisé en papier et ruban. Cette couronne que j'aime beaucoup. Donc il y a pas mal de choses en papier. Donc moi j'adore les créations en papier parce que a priori on a tous du papier sous la main et ça nécessite vraiment peu de matériel. Donc après on a des calendriers de l'Avent là à partir de noix, des petites maisons que j'aime beaucoup. Ce cercle à broder avec un petit calendrier un peu forêt. Et dans les cadeaux, hop, il y a des petits cadeaux gourmands, il y a des cartes de vœux. Et puis voilà, des petites choses pour décorer les paquets cadeaux. Donc enfin vraiment il y a plein d'idées. J'ai réalisé les créations, les photos, le stylisme, et puis les illustrations. En fait ce sont des petits dessins. Enfin les étapes je veux dire, elles sont illustrées quoi, et les idées de déclinaison aussi par Claire, qui a su vraiment bien retranscrire toutes les explications et puis les photos que j'avais pu lui envoyer. Donc c'était très chouette, c'était un chouette processus que d'écrire ce livre. Et d'ailleurs je vous en raconte un petit peu plus sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse de connaître un peu les coulisses de la rédaction d'un livre. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vais pas mal en parler forcément ces prochaines semaines sur mes réseaux, et il y aura un concours qui va être organisé aussi à la fin du mois ou début du mois de décembre avec Agnès de Aux Merveilles, donc qui fait de la feutrine 100% laine et qui m'a gentiment envoyé du matériel pour réaliser certaines créations. Donc je pense qu'on fera un petit concours pour vous faire gagner des exemplaires du livre si ça vous intéresse. Et sinon il est en vente sur toutes les plateformes classiques et chez vos libraires. Donc vous pouvez aller chez vos libraires, et au pire s'il l'a pas en rayon vous pouvez lui demander de le commander. Et sinon en ligne il va être
surtout les sites classiques, la Fnac, Cultura. Il est aussi chez Nature et Découverte et chez My365. Et si vous commandez sur le site de My365, vous pourrez avoir, si ça vous dit, un exemplaire dédicacé. Il vous suffit de mettre un petit mot lors de votre commande. Et voilà, donc je vous mettrai quelques liens si ça vous dit en barre d'infos. Je vous remercie déjà pour tous les retours que j'ai eu concernant ce livre. Enfin, c'est toujours un peu particulier quand on sort un livre, on sait pas trop comment il va être accueilli. Et souvent on est un peu dur envers soi-même. Enfin, moi je sais qu'après coup, je trouve ce que j'ai fait pas toujours très satisfaisant. Donc c'est toujours un peu le stress. Mais là, tout le monde a été hyper gentil. Je commence à recevoir des photos où je vois les personnes qui tiennent le livre dans leurs mains. Donc c'est super. Moi, l'idée c'était de prolonger les calendriers que je fais sur Instagram depuis plusieurs années sur le papier. Et puis de vous accompagner dans des moments créatifs pendant tout le mois de décembre et pendant les fêtes. Voilà, des moments en famille, des moments de détente et puis de créativité surtout. Donc je suis contente qu'il vous plaise. N'hésitez pas à me faire vos retours, positifs ou négatifs. Je prends tout parce que c'est toujours bien d'avoir tous les retours pour s'améliorer. Et puis voilà, je suis pas sûre de pouvoir repasser par ici avant la fin de l'année. Parce que voilà, entre la promotion du livre, le boulot et puis la préparation du calendrier de l'Avent de cette année, j'ai pas mal de choses à faire. Mais voilà, si jamais j'ai le temps de passer, tant mieux. Sinon, je vous souhaite une très très bonne fin d'année. Merci beaucoup d'être ici. Je crois que c'est le 10e épisode. J'ai rien prévu de spécial pour ce 10e épisode, je suis désolée, mais bon, on dirait que ce sera pour début 2022. Hein. J'essaierai de vous faire une petite surprise. Et d'ici là, je vous souhaite bon tricot, bonne couture, encore merci pour tout, et je vous dis à très bientôt. Salut!